Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, lundi 22 juin 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette pensée d'abord pour les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou du SINASEP, également secrétaire général adjoint de la CNT, Mekola Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger qui vont passer leur 97e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkena, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Restons toujours avec les acteurs de la société civile nigérienne, mais cette fois-ci, direction Zander, où l'acteur de la société civile au titre de cette région, Mustafa Adamdi Obama, continue à garder prison et cela fait environ 2 mois sur plainte du préfet du département de Tanouta. L'affaire a été jugée et l'accusé est condamné à 3 mois de prison ferme à la grande déception des autres camarades de lutte au niveau de la région des Zander. À l'exemple de Sadata, il y a un malam de passage à Niamey. Je propose de suivre un extrait de sa réaction avant de le retrouver plus en détail en partie magazine. Et depuis 2 mois qu'il est incarcéré au niveau de la maison d'arrêt des Zander. Il a même été jugé, n'est-ce pas, pour une infraction qui n'a pas du tout été prouvée à l'occasion du procès, parce que nous avons tous assisté à son procès et nous avons vu la façon dont les choses se sont passées. Donc, et nous avons estimé que la procédure n'a pas permis véritablement d'établir les faits tels qu'ils ont été, n'est-ce pas, qualifiés. Donc, il a été condamné à 3 mois fermes pour soi-disant avoir exercé un voie de fait sur un citoyen investi d'une mission publique qui n'a pas du tout été prouvé à l'occasion du jugement. Donc nous avons estimé que ce jugement-là, on n'est pas d'accord avec ça et il a fait appel de son jugement et actuellement il a reçu la notification de la date donc de son appel qui se tiendra le 20 août. Donc voilà, pour ce qui est du cas d'Obama, il est toujours incarcéré sur la base de ce qui lui a été reproché. Il y a un malam que vous retrouverez en partie magazine de cette édition plus en détail sur la situation sociale au niveau de la région de Zander. Le président du Conseil national du dialogue politique CNDP, le Premier ministre Brigitte Raffini, a, comme vous le savez, saisi la Cour constitutionnelle le 4 juin 2020 afin de se prononcer sur l'interprétation de l'article 7 de la Constitution en lien avec l'article 37 alinéa 1er du Code électoral. Eh bien, la Cour s'est prononcée à travers un arrêt qui date du 15 juin 2020. Un arrêt que je vous propose de suivre la teneur. L'arrêté numéro 04/CC/MC du 15 juin 2020, en sa forme, dit que la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. Le requérant a donc sollicité la Cour afin de se prononcer sur la question de savoir si la situation actuelle, la fermeture des frontières nigériennes, aériennes et terrestres, suspension des missions à l'extérieur, fermeture des frontières des pays retenus résultant des contraintes liées à la pandémie du Covid-19 constitue un cas de force majeure qui oblige à suspendre les opérations d'enrôlement, plus particulièrement de la diaspora. Le point de savoir si cette situation de blocage entraînant un retard dans le recensement des citoyens de la diaspora pourrait constituer un cas de force majeure susceptible de justifier une dérogation à la loi sur le code électoral concernant le fichier électoral national biométrique. La conformité à la constitution d'un fichier électoral établi sans les électeurs de la diaspora dans les conditions ci-dessus. Enfin, si la Cour constate que cette situation est constitutive d'un cas de force majeure, donner acte à la CENI qu'elle s'engage à reprendre les activités d'enrôlement des citoyens de la 9e région dès que les circonstances les permettront en temps utile.
Sur la question de savoir si la pandémie du Covid-19 constitue un cas de force majeure, la Cour, considérant que la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, donc indépendant de la volonté de celui qui l'invoque pour justifier ou expliquer une défense qu'elle suppose à la réunion des éléments suivants, un événement échappant au contrôle de celui qui l'invoque, qui ne pouvait être raisonnablement prévu, dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées qui empêchent celui qui l'invoque d'exécuter sa mission ou son obligation. Considérant que la pandémie du Covid-19 était imprévisible à la date de la confection du chronogramme de l'enrôlement des électeurs et surtout à la date de l'adoption de la loi organique portant code électoral, que certains de ces effets, notamment la fermeture des frontières des autres États rendant impossible l'enrôlement des électeurs de la diaspora, constituent un fait extérieur imprévisible et irrésistible que l'État du Niger et la CENI ne pouvaient éviter par la prise des mesures appropriées. Que dès lors, toutes les caractéristiques de la force majeure sont réunies pour dire que le Covid-19 en constitue un cas à l'espèce. De la viabilité du fichier électoral national établi sans les listes des ambassades et ou consulats du fait du Covid-19. L'arrêt de la Cour constitutionnelle continue en considérant qu'il a été démontré plus haut que la pandémie du Covid-19 constitue un cas de force majeure ne permettant pas aux Nigériens de la diaspora d'être enrôlés dans les délais utiles au fichier électoral national biométrique. Considérant que la force majeure constitutive au Covid-19 a mis les électeurs de la diaspora dans une situation différente des autres électeurs résidant sur le territoire national, que traiter de manière différente des citoyens se trouvant dans des situations différentes n'est pas une discrimination en soi, du moment où le non-enrôlement imposé par la force majeure est temporaire et ne vise pas à priver définitivement ou durablement les citoyens de la diaspora de leur droit d'être électeurs et éligibles. Considérant par ailleurs que les articles 47, alinéa 2, 48, alinéa 3 et 85 de la Constitution fixent le délai incompréhensible pour la tenue des élections présidentielles et législatives, que dans ces conditions, une dérogation temporaire à la mise en œuvre de l'article 37 alinéa 1er du Code électoral relativement au fichier électoral national biométrique en ce qui concerne l'enrôlement des Nigériens de la diaspora n'est pas contraire à la Constitution. Et dès lors, le fichier électoral national biométrique ne comportant pas les listes des ambassades et ou des consulats demeure valide. Enfin, sur la reprise des opérations d'enrôlement des électeurs de la 9e région par la CENI, l'arrêt précise, considérant qu'en dernier lieu, le Premier ministre demande à la Cour, dans le cas où elle constate que la situation née du Covid-19 est constitutive d'un cas de force majeure, de donner acte à la CENI de son engagement à reprendre les activités d'enrôlement des Nigériens de la 9e région, donc ceux de la diaspora, dès que les circonstances le permettront en temps utile. Considérant qu'au regard des dispositions de la Constitution, il ne revient pas à la Cour constitutionnelle de donner acte à la CENI de son engagement de reprise des activités d'enrôlement des électeurs qui relèvent de sa mission conformément au texte en vigueur. Par ce motif, la Cour constitutionnelle reçoit la requête du Premier ministre dit que le Covid-19 est un cas de force majeure qui justifie la suspension de l'enrôlement des Nigériens de la diaspora au fichier électoral national biométrique. Une dérogation temporaire à la mise en œuvre de l'article 37 alinéa 1er du Code électoral relativement au fichier électoral national biométrique en ce qui concerne l'enrôlement des Nigériens de la diaspora n'est pas contraire à la Constitution. Le fichier électoral national biométrique, même en l'absence des listes des ambassades et ou des consulats, demeure valide. Il ne revient pas à la Cour de donner acte à la CENI de son engagement de reprise des activités d'enrôlement des électeurs qui relèvent de sa mission conformément au texte en vigueur. Dit que le présent arrêt sera notifié au requérant et publié au journal officiel de la République du Niger. Les éléments de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants ont démantelé 2 réseaux de trafiquants, tous de nationalité nigérienne, avec 82,5 kg de cannabis, 4000 comprimés de tramadol et 2 véhicules. Ils ont été présentés à la presse ce lundi dans le locaux de l'Office. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Table garnie de drogue,
des véhicules immobilisés et 4 trafiquants arrêtés. Voilà la moisson présentée suite à des investigations à Niamey menées par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Ainsi, à l'espace d'une semaine. Ce sont 2 réseaux de trafiquants, tous de nationalité nigérienne, qui ont été appréhendés avec une moisson de 82 briques de cannabis d'un poids de 82,5 kg, 4000 comprimés de tramadol et 2 véhicules. Des similitudes relevées dans le mode opératoire des trafiquants, il ressort que les 2 réseaux se connaissent bien et opèrent tous dans la ville de Niamey. Les drogues saisies dans les 2 cas proviennent d'un même pays et ont suivi le même itinéraire jusqu'à Niamey, où une partie est destinée à la consommation locale, une autre est dispatchée dans les autres villes du Niger et dans certains pays du Maghreb. Les réseaux ont un caractère transnational qui s'étend entre certains pays côtiers et une partie du Maghreb. Ces saisies auxquelles s'ajoutent plusieurs autres effectuées par les antennes OCRTIS au niveau déconcentré dénotent de l'ampleur du trafic de drogue au Niger, car malgré un léger ralentissement dû à la pandémie de la Covid-19. Présent à cette cérémonie, le parquet a tenu à féliciter cette structure qui mène une lutte sans faille contre le trafic de drogue. Montée en flèche de la criminalité est due pour la plupart de l'analyse que nous avons faite à la consommation de drogue. Rien que l'audience d'aujourd'hui qui va passer, il y aura 5 à 6 dossiers de drogue qui vont passer. Et c'est tous les jours à l'audience, vous avez des dossiers de drogue. Et quand vous voyez les dossiers de vol, la grande criminalité, la plupart des auteurs de ces infractions-là, c'est des consommateurs de drogue. Parce qu'il y a des actes qu'on ne peut même pas poser étant lucides. Et raison pour laquelle, pour lutter contre les autres infractions, il faudra à la base lutter contre la consommation de drogue. Le fait que cette drogue soit saisie ici, non seulement ça permet de protéger nos populations nous-mêmes, mais aussi les populations des pays destinataires. Et nous ne pouvons que nous réjouir et encourager le personnel de ce centre-là à redoubler d'efforts. Le Niger a besoin vraiment d'une jeunesse saine pour avoir une main-d'œuvre saine et diminuer aussi la criminalité. Pour mener à bien sa mission, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants invite la population à plus de collaboration en contactant le 98 08 09 09 ou bien le 95 08 09 09 afin de démanteler les trafiquants qui causent de nombreux préjudices au développement de la nation. Parlons éducation à présent avec la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique du Niger qui a lancé un mot d'ordre de blocage des notes à compter de ce lundi 22 juin 2020 et c'est jusqu'à satisfaction totale de ses préoccupations contenues dans sa plateforme revendicative, nous rapporte Areta Salah et Abokar Soleil. L'ouverture à des recrutements sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique, la nomination de professeurs de CEG issus de l'école normale supérieure et du centre Amir Sultan, le déblocage immédiat des promotions au grade au titre de l'année 2016 et la libération des enseignants de Niger Post sont entre autres points inscrits dans la plateforme revendicative de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique FCS Niger, dont ils demandent la satisfaction. En effet, depuis 2018, FCS Niger a déposé plusieurs préavis de grève pour amener le gouvernement à trouver des solutions visant à l'amélioration des conditions de vie des enseignants contractuels du secondaire. Ce lundi 22 juin, FCS Niger a passé à la vitesse supérieure en lançant un mot d'ordre de blocage des notes. Ce mot d'ordre intervient dans un contexte extrêmement difficile dans lequel végètent les enseignantes et les enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique. L'éducation, c'est la clé. C'est la clé du développement. Tous ces secteurs-là dont on est en train de recruter, ils passent d'abord par nous. Donc s'il n'y a pas l'école, si l'école ne marche pas,
il n'y a aucun secteur qui doit marcher. Donc c'est pour cette raison que nous avons dit que c'est un moment opportun que nous devons saisir pour exiger du gouvernement de la 7e République la satisfaction totale de nos préoccupations que nous avons toujours énumérées dans les différents préavis de grève. Et c'est pour cette raison que nous avons appelé l'ensemble des enseignantes et des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle de bloquer les notes, de ne donner aucune note à tous les niveaux. En cas de non-satisfaction, FCS Niger projette une grève de 72 heures appuyée d'une marche suivie de meeting la semaine prochaine. Pour appuyer toujours ce blocage, nous allons également déposer aujourd'hui une demande à la manifestation. C'est-à-dire pas une demande, une déclaration à la manifestation. Nous comptons marcher, Inch'Allah, le dimanche 28 décembre, 28 juin, pour manifester notre mécontentement, pour montrer à l'opinion nationale et internationale la situation dans laquelle végètent les enseignantes et les enseignants du secondaire et de la formation professionnelle. Ensuite, nous allons également déposer un préavis de grève de 72 heures qui prendra effet à compter de lundi 29 juin et mardi 30 juin et mercredi 1er juillet. Tout ça là pour appuyer nos différentes revendications que nous avons toujours énumérées. FCS Niger dénonce la légèreté avec laquelle le ministère des enseignements secondaires traite leur plateforme revendicative. C'est ainsi que cette fédération s'est déterminée à faire aboutir à ces revendications par tous les moyens. Les conseillers du Conseil supérieur de la communication CSC sont en session ordinaire du mois de juin 2020. Plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette session, notamment celui portant sur la révision du règlement intérieur du CSC. Précision avec Ali Cissé Ibrahim et Ibrahim Aboudou. Dans le discours prononcé par le président du CSC Kabir Sani à l'ouverture de la session ordinaire du mois de juin, il ressort que le contexte sociopolitique relativement tendu appelle les médias à un traitement professionnel de l'actualité, tout en respectant les obligations constitutionnelles qui leur incombent. De plus, le président du CSC a relevé que les médias, toutes catégories confondues, sont libres d'impression et de diffusion sous réserve du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. Aussi, la présente session du CSC portera sur les points suivants. Examen et adoption du procès verbal de la session 2020. Information sur le CSC. Examen et adoption du projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 001/CSC du 23 mai 2018 portant règlement intérieur du CSC. Examen et adoption des travaux de commission d'instruction. Questions diverses. Plus en détail, au cours de cette session ordinaire, le CSC se penchera sur les modalités de mise en œuvre des mesures conservatoires prévues par la loi. Le projet de délibération modifiant et complétant la délibération numéro 001/CSC du 23 mai 2018 portant règlement intérieur du CSC, faut-il le rappeler, est inscrite à l'ordre du jour de la présente session, conformément à l'article 18 nouveau de la loi numéro 2018-31 du 16 mai 2018, portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, qui dispose qu'en cas de manquement aux obligations qui s'imposent aux organes de presse publics et privés et aux moyens de communication en général, le président ou le bureau du Conseil supérieur de la communication peut, selon la gravité du manquement, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 17, 19, 20 et 21 de la présente loi, prendre l'une des mesures conservatoires suivantes. L'arrêt immédiat de la diffusion de l'émission, l'interdiction de la rediffusion de l'émission, la suspension provisoire de l'émission, la fermeture temporaire de l'organe. Les mesures conservatoires ci-dessus énumérées sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la prochaine session du CSC. Et les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par le règlement intérieur du CSC. Enfin, au cours de cette session ordinaire du CSC sera effectué l'examen et l'adoption des rapports des travaux des commissions, dont entre autres celles de l'éthique, déontologie et carte de presse, suivi de cahiers de charges, accès équitable et publicité. De passage à Niamey, l'acteur de la société civile nigérienne au titre de la région de Zander, Sadat Iliada Malam, a accordé une interview à la radio et télévision Labari. Il a profité de cette occasion pour brosser la situation au plan social dans cette région, notamment dans le contexte du coronavirus. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Nous avons dénoncé les harcèlements judiciaires dont font l'objet, n'est-ce pas, les acteurs de la société civile et les activistes.
Et nous avons également dénoncé un certain nombre de comportements qu'on est en train d'observer dans ces pays, notamment avec l'adoption de certaines lois liberticides sur la cybercriminalité, la loi sur l'interception, n'est-ce pas? Et sur aussi cette question d'actualité du ministère de la Défense nationale où il y a eu des détournements énormes des ressources publiques et où vous avez vu dans un premier temps on a voulu, n'est-ce pas, engager une procédure extrajudiciaire pour régler ces problèmes-là. Donc nous avons dit que ce n'est pas normal, nous sommes dans un état de droit, nous avons une loi qui a tout défini et qu'on ne peut pas accepter à ce que les gens puissent détourner des fonds publics et que le gouvernement de son côté, parce que ce sont ses amis, ce sont ses alliés, on considère que non, il faut résoudre cette question à l'amiable. Tout ça là, nous avons dit que non, il faut que la procédure légale soit respectée par rapport à ces dossiers et que les dossiers soient transmis devant les juridictions compétentes pour pouvoir établir les choses et sanctionner, n'est-ce pas, les auteurs de cette macabre, comment on appelle ça, situation. Donc, c'est tout ce qui est violation des droits de l'homme, violation des libertés publiques, détournement que nous avions dénoncé à l'occasion de nos points de presse. Et c'est vrai, les points de presse n'est pas du tout suffisant. Mais pour limiter les champs d'action, vous avez vu, on a brandi un certain nombre de prétextes tels que le Covid-19 pour interdire les manifestations des gens. Donc je pense que ça, on ne doit pas accepter ça. Nous sommes dans un état de droit, nous avons des libertés et qu'on a l'obligation, n'est-ce pas, de respecter tous nos droits et nos libertés. Donc, et on sait que, comme on l'a dit, les droits ne se donnent pas, mais ça s'arrache. Donc on doit lutter pour arracher nos droits. Aujourd'hui, tout le monde sait que cette scabreuse affaire du ministère de la Défense nationale révèle les niveaux, n'est-ce pas, de corruption, n'est-ce pas, de notre système de gouvernance. Ça démontre le dysfonctionnement, n'est-ce pas, de notre gouvernance. Donc c'est un sentiment général qui est partagé par tous les Nigériens que les gens ont détourné de l'argent et qu'on veut les protéger. Et qu'il ne faut pas, si c'est ça, donc on n'est plus dans un état de droit, mais c'est comme une affaire de clan, une affaire d'amitié qu'on veut préserver au détriment de l'intérêt général. Et que la population aujourd'hui est prête, n'est-ce pas, à dénoncer tous ces travers-là. Et nous sommes en train de travailler à ce que nous puissions nous organiser pour engager un mouvement d'envergure ensemble avec les autres structures au niveau national pour pouvoir prendre en charge cette question de détournement du ministère de la Défense nationale. Donc vous voyez, on ne peut pas l'accepter et je suis convaincu que la population des Anders, comme d'ailleurs toute la population du Niger, n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, notamment les manipulations judiciaires et politico-judiciaires qu'on veut faire de ces dossiers-là. Je suis convaincu que les gens ne vont pas l'accepter et ils ne l'accepteront jamais. Vous savez, la structure de la société civile à Zender est organisée au sein du cadre de concertation et d'action citoyenne, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en train de suivre la démarche telle qu'elle a été définie par le cadre national. Et vous avez vu, le cadre a rendu une déclaration où il a appelé les gens et les autres à rester mobilisés par rapport à cette question. Donc nous sommes en train de nous mobiliser et d'attendre l'éventuel mot d'ordre de la coordination nationale du cadre de concertation et d'action citoyenne du Niger. Aujourd'hui, quand vous prenez dans la région, il y a des dossiers qui ont assez duré sur le plan des droits de l'homme, notamment les dossiers d'expropriation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a des populations dont les champs ont été traversés par les pipelines, les stations de chauffage du produit brut qui n'ont pas encore été indemnisées. Donc vous voyez, il y a aussi les forages qu'on a fait pour produire de l'eau pour le fonctionnement de la SORAS. Tous ces champs-là n'ont pas été dédommagés.
Donc vous voyez, là c'est un véritable problème des droits de l'homme dans la mesure où la Constitution quand même a prévu juste et préalable, n'est-ce pas, indemnisation de tout propriétaire de terre qui a été exproprié pour cause d'utilité publique. Mais ça n'a jamais été le cas avec ces propriétaires-là. Ensuite, il y a une gestion chaotique des affaires locales, notamment au niveau de nos entités décentralisées au niveau de la région, aussi bien au niveau de la ville des Anders qu'au niveau des autres communes de la région. Et cela constitue une véritable préoccupation pour l'ensemble de la population des Anders, de la région des Anders de façon générale. Et les jeunes ne comprennent pas. Chaque fois qu'en conseil des ministres, on décide de suspendre des maires ou carrément de dissoudre des conseils, les gens se demandent mais pourquoi pas notre conseil, le conseil des villes des Anders, qui aujourd'hui, après un bilan, on se constate qu'il n'a rien fait. Il n'a fait que malheureusement, et comment on appelle ça, fait des choses vraiment illégales, a posé des actes qui ne tiennent pas. Par exemple, entre autres, quand vous prenez aujourd'hui, il est regrettable de constater qu'il n'y a aucun investissement depuis bientôt 10 ans qu'ils sont installés, mais ils n'ont réalisé zéro investissement. Deuxièmement, on constate un bradage sans précédent, n'est-ce pas, des espaces publics. Aujourd'hui, même les espaces des écoles sont en train d'être bradés et vendus par les maires des villes. Les emprises de routes ont été morcelées et vendues par les maires des villes des Anders. Et plusieurs autres pratiques malsaines qui se développent, notamment les dysfonctionnements du conseil, en tout cas la politisation à outrance de toutes les questions du conseil. Donc tout ça là a fait en sorte que le conseil ne marche pratiquement pas et que, je ne sais pas, pour des raisons que nous on ignore, on continue à maintenir ces maires qui ne répondent pas aux déshydratats de la population des Anders. Donc vraiment ça ne va pas. Donc ça ne va pas relativement à tout ce que vous venez de vous, à votre niveau, au niveau des organisations de la société civile. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vraiment essayer de remettre les postes des... Ce sont les actions que nous posons à l'occasion de nos journées d'action citoyenne, les actions de mobilisation citoyenne pour dénoncer tous ces travers-là que nous avons évoqués au niveau de la région, avec tant d'autres, notamment la question de la santé, la question de l'éducation qui connaissent vraiment une situation extrêmement difficile et que nous faisons des actions donc pour dénoncer et pour aussi nous tenons des émissions radiophoniques et télévisuelles pour, n'est-ce pas, sensibiliser davantage la population sur la nécessité de s'organiser pour mener une action citoyenne dans le sens de défendre nos intérêts de façon générale et nos droits. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train en tout cas de faire des actions qui sont en train de donner des résultats. Comme vous l'avez constaté, au niveau de la région de Anders, vraiment il y a un éveil de conscience citoyenne qui devient de plus en plus général. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire en tant qu'organisation de la société civile. Et vraiment nous avons le soutien aussi des médias qui nous accompagnent dans cette lutte que nous sommes en train de faire au niveau de la région des Anders. Et grâce à auquel d'ailleurs tout ce que nous sommes en train de faire a eu des échos au départ l'ensemble du territoire du Niger. Relativement à cette affaire du Covid, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, au niveau de la région des Anders, par rapport au Covid-19, ce qu'il faut remarquer, c'est la résistance de la population qui refuse même d'accepter, n'est-ce pas, la maladie. Et cela, à mon avis, est lié à la communication officielle qui s'est faite autour de ces Covid. Il y a véritablement un problème de communication qui fait que la population jusque-là n'a pas perçu, n'est-ce pas, les dangers. Elle n'a même pas accepté d'ailleurs l'existence de cette maladie. Et là, c'est un problème. Parce que tout ce qu'on va faire si la population n'a pas accepté l'existence de la maladie, c'est comme si on n'a rien fait. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi
la façon dont les choses sont gérées. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de transparence, puisque vous allez voir que ce qui se passe au niveau du comité régional, ce n'est pas ce qui se passe au niveau du conseil régional, ou bien ce n'est pas ce qui se passe au niveau des communes. Donc il y a un problème de coordination des activités, n'est-ce pas, dans le cadre de cette gestion de Covid, ce qui aggrave les problèmes que j'ai évoqués tantôt, les problèmes de communication, et qui fait que la population manifeste un désintéressement par rapport à cette question de Covid. Il y a une forte raison, et que les mesures barrières ne sont pas du tout respectées. Parce que de facto, si on n'accepte pas l'existence de la maladie, on ne va pas respecter les gestes barrières. Donc tout ça là, c'est des problèmes qu'il faut corriger. Parce qu'il y a déjà encore qui ne croient pas, qui pensent que cette affaire de coronavirus, c'est un leurre, comme ils ont l'habitude de le faire. Et tout ça là, le fond du problème, c'est la rupture de confiance qu'il y a eu entre les gouvernants et la population. Parce que les gens, avec cette affaire du MDN, ils ont comme l'impression que les gens sont plus mus par cette volonté de mobiliser des ressources et de les détourner que véritablement de faire le travail au niveau de faire le travail proprement dit. Donc tout ça là a fait en sorte qu'il y a vraiment des problèmes. On souhaite que le bon Dieu nous protège par rapport à cette affaire de Covid-19. Et je profite de ce micro pour encore appeler la population à respecter, n'est-ce pas, les mesures, en tout cas à la hauteur de leurs possibilités, parce qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'en réalité, même si on veut respecter les mesures, on ne veut pas les faire. Il y a par exemple la pauvreté. Là-bas, chez nous, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter les savons pour laver ses habits même. Il faut faire des gymnastiques pour les faire. Il y a des problèmes d'eau. Il y a des quartiers qui peuvent faire des jours sans avoir d'eau. Donc voilà aussi, c'est un autre problème que j'ai oublié de soulever par rapport au problème de la région des Anders. Donc vraiment, il y a tous ces facteurs-là qui font qu'il est très difficile de rendre pratique toutes ces mesures-là qui sont en train d'être préconisées dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre la maladie à Covid-19. Donc, pour ce qui nous concerne, nous croyons à l'existence de la maladie et nous appelons les gens au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement.